J'ai bien compris hein, en métropole anglaise, donc vu que là on part quand même de la construction locale au niveau d'un territoire, est-ce que vous pouvez nous en dire le mot? En fait, l'idée c'est vraiment là d'avoir le pied sur la première marche, d'impulser un peu plus la structuration. Oui, alors on est parti très inspiré de ce qui s'est passé à Concarneau, où l'association Lotec Lab, basée là-bas, avait accompagné 20 organisations pendant 18 mois. Pareil, encore une fois, très varié, du public, du privé, associatif, entreprise, etc. Et on s'est demandé à quoi ça pourrait ressembler sur notre territoire à nous, qui est un bassin économique beaucoup plus gros qu'une agglomération comme Concarneau. On a notamment fait le choix de se dire, en fait, de directement inscrire notre proposition dans une vision un peu plus longue. Comme Timothée a dit, on est en train de la construire au fur et à mesure qu'on avance, mais de se dire, on va pas pouvoir accompagner d'un coup toutes les organisations de la métropole grenobloise. Donc, on a commencé avec un appel à candidature où on a diffusé notre proposition. On avait en amont cherché des financements auprès de la Fondation de France, de la Fondation Crédit Coopératif, de la métropole et de la ville de Grenoble pour avoir la visibilité sur l'entièreté du parcours. On a fait un appel à candidature pour sélectionner la dizaine de structures qu'on accompagne. Et on se dit que c'est pour nous déjà une expérimentation de voir comment ça se passe d'animer un collectif comme ça. On fait ça en collaboration avec une autre association qui s'appelle Gaïa à Grenoble, qui porte notamment les DLA, les dispositifs locaux d'accompagnement, qui a une expertise beaucoup plus fine que nous dans ces questions-là sur l'économie sociale et solidaire. Nous, on porte la casquette plus low-tech. Et dans l'idée de se dire, c'est le premier pas qu'on va expérimenter ensemble, de voir déjà au-delà de ces 10 mois d'accompagnement, idéalement, quels liens vont avoir eu le temps de se construire et pouvoir perdurer. Comment est-ce que nous, après, on se place? Est-ce qu'on se dit qu'on va faire une deuxième promo, accompagner 10 nouvelles structures sur la métropole? Ça va dépendre de plein de choses. On avance pas mal à vue de ce côté-là, mais on voit déjà, on a fait 2 ateliers collectifs là avec les structures. Le deuxième était mardi. On voit déjà des liens qui se tissent qu'on n'avait pas identifiés. On a fait travailler les structures sur un autodiagnostic pour bien reformuler leurs propositions avant de partir dans l'expérimentation concrète, etc. Être sûr d'avoir bien compris les enjeux, les besoins de chacune, qu'elles aient pu les partager aux autres. Et à partir de là, de voir comment est-ce qu'on peut construire, comme dit, des thématiques, des groupes qui vont expérimenter ensemble. Ça nous questionne, nous, en tant que la place qu'on a comme association sur le territoire pour faire émerger cette transition. On est une équipe très modeste face aux enjeux qu'il y a, et on espère aussi à travers ça tisser des liens, entre autres avec les collectivités, pour voir comment est-ce que cette démarche-là, elle peut s'inscrire plus durablement, potentiellement sans nous, idéalement. Là, on est là pour l'impulser, l'initier, mais on s'appuie aussi pas mal sur les travaux réalisés par la ville de Grenoble, qui ont réalisé un schéma Grenoble 2040 qui est super inspirant et qui intègre notamment plein d'éléments de la démarche low-tech dans cette ville-là. Donc c'est aussi une chance, je pense, de pouvoir porter ça dans un contexte politique favorable. Ça n'aurait pas du tout été la même chose à Saint-Étienne, par exemple, ou à Briançon. Et du coup, on se dit que c'est une chance et il faut la saisir clairement maintenant, parce que c'est des choses qui peuvent changer vite, notamment dans quelques mois. Et il faut participer à pousser ces expérimentations, mais pas uniquement aussi pour notre territoire, mais aussi en proposer différents modèles. Ça a pas mal changé de ce qui s'est passé à Concarneau. On a réduit la taille du parcours, le nombre de structures, pour pouvoir être plus à l'aise dans notre accompagnement, et aussi pour se dire qu'on commence petit. Mais ce qu'on fait là, on documente aussi on va documenter toute notre méthodologie et la mettre à disposition de manière libre pour que cette espèce de parcours vers un territoire low-tech, il puisse s'essaimer dans d'autres métropoles, dans d'autres pays même idéalement. Ça fait partie aussi du contrat moral qu'on a avec les organisations qui nous ont financés, de se dire que ce qu'on a fait là, ça s'arrête pas à Grenoble, ça fasse partie de
de la même manière qu'on s'est inspiré de Concarneau, l'équipe a produit des communs pour que ça puisse être réutilisé, on va participer aussi nous à ce chemin. Timothée, comment ce qui est dit là résonne avec les travaux que vous entreprenez dans le cadre de votre thèse? Je trouve que c'est marrant parce qu'effectivement, avec tous les exemples qu'on prend, on voit bien qu'il y a plusieurs éléments, on va dire, du système complexe qu'est un territoire qui peuvent être transformés, que ce soit les relations à travers effectivement de la coopération, etc. Thomas parlait aussi justement des initiatives à préserver et les nouvelles initiatives et donc des acteurs et des ressources qu'il y a, etc. On parlait aussi on va dire, du cadre un peu plus entre autres politique et des nouvelles relations avec les collectivités. Donc en fait, il y a plein d'éléments différents du territoire qui bougent. Et c'est ça aussi, je pense, un point assez important, c'est que la notion de territoire, c'est une notion à la mode, faut le reconnaître. En fait, c'est une notion aussi qui est en partie floue, mais très riche. Et en fait, qui se compose non seulement de la dimension géographique, on peut trouver les ressources, etc., mais toute la dimension culturelle aussi. Par exemple, on peut dire Grenoble est connu pour le ski de rando, peut-être pour la politique effectivement plutôt écologiste depuis quelques années, et pourquoi pas dire dans quelques années il serait connu aussi pour en fait que ça grouille d'initiatives dans la low-tech. Il y a par exemple ça qui est connu aussi par exemple dans le bocage ornais en Normandie, voilà où il y a une certaine on va dire identité un peu culturelle, et que je pense que ces transformations, ces initiatives low-tech peuvent autant jouer sur la partie très matérielle, productive, etc. Il y a aussi des initiatives de filières économiques donc, qui se rapprochent aussi de l'échelle territoriale, par exemple en PACA. Donc la partie vraiment productive, mais la partie aussi plus, on va dire, culture, mode de vie sur le territoire, quoi, qui est très intéressante, je trouve. Précisément, par rapport à la connaissance que vous avez notamment d'entreprise et de conception générale, quelle est votre analyse? Alors, je vais parler pour les petites et moyennes entreprises sur lesquelles on travaille, ce qui va être un peu différent des grandes entreprises. Elles s'inscrivent toujours sur un territoire aujourd'hui, et je pense que il y a quand même une volonté de simplification de leur offre de produits, de services, et de s'interconnecter en termes de partenariat. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça fait déjà un terreau qui est favorable. La question, c'est la question de levier, c'est comment y arriver. Voilà, il y a eu une présentation ce matin avec un retour d'expérience d'entreprise. Il faut voir les moyens, faut trouver le bon moment. Et puis, il faut réinterroger aussi l'usager final. Et voilà, je vais juste témoigner d'un seul exemple. Nous, on a accompagné une entreprise qui s'appelle Aluminor, qui est près de Nice, qui fait des luminaires intérieurs, et qui a été racheté il n'y a pas longtemps. Et quand ils ont racheté l'entreprise, ils se sont rendus, enfin, ils se savaient, mais il y avait 50% qui était du négoce qui était fait en Chine. C'est-à-dire qu'on est passé d'une société industrielle avec une cinquantaine de personnes dans les années 70 à une société de 15-20 personnes qui fait la moitié de ses produits. Tout le reste, c'est du négoce. Et voilà, le chef d'entreprise, quand il a repris, il dit moi, je veux rapatrier la production, il faut que je remette du sens, etc. Et dans les dossiers, quand on a commencé à travailler dessus, il s'est dit il faut que je réfléchisse différemment parce que je reste quand même en concurrence avec ces produits chinois. Et donc, il y a tout un travail de design, de partenariat, de trouver les matières au plus local, justement, pour maîtriser au mieux, partager son unité de peinture qui lui coûtait trop cher. Et tout ça, s'est mis en place et réinterroger l'usage. Voilà. Et je vais prendre un exemple, c'était un luminaire qui était vendu principalement pour les salles d'attente, notamment médecins, etc. Et en fait, il y a des ports USB dessus. Et donc, quand on a fait l'évaluation environnementale, c'est une fois qu'on avait enlevé l'impact environnemental de l'usage, qui est quand même très très fort, qu'on prend les matières premières et la fin de vie, ce petit fil avec le petit bitonio, ça coûtait beaucoup pour un usage qui n'était pas forcément très très même une demande client qui était peut-être même pas formalisée. Et ça a mis quand même du temps, un risque pour le chef d'entreprise de dire voilà, je vais enlever ce truc-là qui lui coûtait rien, ça lui coûtait quelques dizaines de centimes pour simplifier son produit dessus. Et voilà, donc c'est ces avancées qui se font pas à pas. Donc moi j'ai l'impression que
Les chefs d'entreprise, pour cette petite moyenne entreprise, ils sont prêts. Il faut les moyens, les leviers. Et puis, il faut aussi qu'en face, il y ait une certaine demande. Donc, il faut aussi accompagner. C'est tout l'objet, je pense, des travaux sur les territoires. Ça veut dire on peut consommer différemment. Parce que sinon, voilà, on va sur Amazon et on va acheter une lampe. Ça coûtera peut-être moins cher, peut-être pas dans le temps, mais et je l'ai le lendemain qui est livré. Donc, on est sur ces systèmes de concurrence. Mentalité. Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que le fait de se structurer peut aider? Je prends un exemple, peut-être vous faire c'est un peu trop compliqué ou déplacé, mais hier c'est ouvert Chine dans un magasin physique et ça a été une ruée malgré tout ce qui a été dit avant, malgré les scandales qui ont précédé l'ouverture. Quel poids pèse la tête? Quelle force sur lesquelles force vous appuyez? Quels sont les acteurs essentiels à mobiliser? Ça passe par la case du politique. Comment convaincre? Je vais sortir peut-être un peu de la casquette Compostone. Avant, je travaillais comme conseiller ministériel du coup pour François de Rugy. Du coup, j'ai été dans des espaces comme ça, qui sont censés être les espaces dans lesquels on impulse des politiques publiques, dans lesquels on se défend des contextes internationaux. Nous, notre approche à Compostone, c'était de dire le low-tech, il peut marcher dans un contexte concurrentiel, mais Chine, le sujet, c'est chaîne de valeur mondialisée et c'est des leviers, de protectionnisme pour lesquels on n'a pas des accès directs. Donc, certes, c'est intéressant de penser le textile, mais le fait que Chine existe, je regardais justement ce matin des interviews de personnes, les gens sont pauvres en fait. Et si les gens sont pauvres, les gens achètent des trucs pas chers. Et à Saint-Étienne, les gens sont pauvres, donc ils apprennent à auto-réparer des choses. Et c'est par ces accès-là culturels qu'on peut faire changer et apporter une nouvelle hégémonie, que ce soit sur les modes de consommation, les modes d'être ensemble. Ça peut faire système, mais je pense que si on doit se concentrer sur des sujets, en tout cas, c'est des sujets qu'on maîtrise en tant que soit entrepreneur, soit chercheur, parce qu'à la fin, mine de rien, on doit remplir un besoin social. Il y a un besoin social qui s'appelle s'habiller, et il y a un équilibre économique de le faire à un moment avec peut-être du Chine, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire que ça matériellement. Nous, on remplit un besoin social qui est le besoin social de la gestion des biodéchets, dans un cadre plus large qui est la sécurité sanitaire globale, parce qu'on se rappelle que c'est ça à la base, pourquoi on traite des déchets. Et nous, on le fait de façon low-tech parce qu'en fait, on veut gagner des marchés et être meilleur que les autres de façon aussi économique. Parce qu'on se rend compte que quand on n'a pas l'entrée politique, il faut avoir l'entrée économique. Et nous, on a réussi à le faire jusque-là, mais c'est une lutte de tous les instants, quoi. Je vais essayer de pas être trop pessimiste, mais globalement, il n'y a pas d'endroit où on gagne dans les 3 ans. Hein. Là-dessus, il faut, je pense, être assez à l'aise avec ça, sinon chaque journée va être compliquée. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était, je suis pas spécifiquement moi dans la logique culpabiliser le consommateur ou la logique du consommateur. Ça marche sur certains points, pas sur tout. En tout cas, je comprends ce geste-là. Je comprends pourquoi Chine est implantée. Je comprends pourquoi ça marche. Il y a la pauvreté, mais il y a aussi tout ce qu'on se mange derrière, aussi dans la culture qui est celle qu'on a aujourd'hui, mondialisée, sans faire l'espèce de plaidoyer politique, mais la pub, les médias, ce qu'on valorise, ce qui est valorisé dans la société, et tout ça. Enfin, il y a quand même un truc très culturel. C'est pas ça marche juste parce que c'est pas cher aujourd'hui, c'est aussi ça marche parce que c'est comme ça qu'on a pensé sur des décennies, ça s'est imposé. Donc pour inverser la chose, le rapport de force, il faudra sans doute du temps. Bon, une fois que je suis pessimiste comme ça, comment on peut faire? Moi, je pense qu'il faut commencer à travailler sur des réponses concrètes et des solutions concrètes. Tu parlais effectivement de la consommation et tout ça, mais repenser dans plein d'endroits de la filière, reconstituer des filières qui soient
plus responsable, plus éthique, qui reste accessible, parce que le problème aussi quand on est dans tous les combats dans lesquels on est, c'est-à-dire d'essayer que économiquement, socialement, environnementalement, on fasse pas de grosses bêtises, tout en essayant de rémunérer des gens et de se rémunérer soi-même, bah en fait c'est beaucoup de pression qu'on se met quand on fait tout ça, et donc il y a quand même des entreprises qui se mettent moins de pression sur d'autres endroits, et du coup ça marche mieux pour elles, et elles sont peut-être plus heureuses, et sans doute qu'ils dorment très bien la nuit. Mais non, ce que je veux dire là-dessus, c'est que il faut faire, à mon sens, pour moi, des démonstrateurs. Pour moi, le bon endroit du démonstrateur, c'est le local. On a su faire dans le monde, on va dire, de l'ESS, de la transition, des initiatives, des choses intéressantes. Voilà, il y a des concepts qui sont intéressants. Le low-tech, les Fab Labs, les supermarchés coopératifs, etc. C'est très bien. Moi maintenant, je pense qu'il faut y aller sur l'empilement de ce type de projet sur une filière complète. Pour moi, c'est ça la suite, c'est de montrer que de la production, comprenant la matière première, jusqu'à la consommation, comprenant la fin de vie du produit qui sera consommé, on puisse faire quelque chose de bien et qu'on puisse le faire de façon accessible. Pour ça, il y a besoin d'acteurs, d'entrepreneurs. Moi, je vous disais tout à l'heure, je pense que la façon dont on monte des initiatives est hyper importante, et la façon dont on les gère est hyper importante, et la façon dont on les pense est hyper importante. Donc, il y a les entrepreneurs, il y a les consommateurs, j'essaie de remettre tout le monde à sa place, hein. Il y a les chercheurs qui ont tout à fait leur place pour penser des systèmes de fabrication, de consommation, de penser aussi là-dessus qui sont intéressants. Il y a les institutions, je pense, rappelons aux institutions qu'elles doivent avoir une place aussi pour penser à quoi répondent les initiatives qui se développent sur leur territoire. Moi, je dis souvent dans les associations, des fois, on s'adresse trop à une institution comme une poche dans laquelle on peut prendre des subventions. Moi, j'appelle aussi les institutions à venir dans des conseils d'administration de coopératives territoriales, de certaines associations, à écouter les acteurs locaux pour produire de la politique publique. N'oublions pas que les institutions, ce ne sont pas que des financeurs, c'est aussi eux qui produisent de la politique publique, qui peuvent défendre des idées sur un territoire. Et j'appelle aussi à ce que les élus viennent reprendre cette place-là. Ça peut marcher, ouais. Oui, ça marche avec le fait que quand on parle, par exemple, de Saint-Étienne Métropole, on parle de milliers d'agents, dizaines de services, dizaines d'élus qui ont eux-mêmes des lignes différentes. Donc voilà, ça a marché sur des endroits. Est-ce que ça fait système au sein de, par exemple, Saint-Étienne Métropole? Je suis pas sûr, mais ça a pu marcher à des endroits, et moi je pense qu'il faut continuer ça. Et l'exemple que je disais tout à l'heure, c'est de la ferme au quartier, les partenaires, fournisseurs, institutions du territoire se sont mobilisés pour dire non, en fait, c'est une plateforme du territoire indispensable au territoire. Nous devons piloter cette plateforme-là. Et je pense que, voilà, petit à petit, on peut avoir des impacts. Et sur le textile aujourd'hui, pour revenir sur Chine, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut revaloriser la façon dont on produit les matières premières, donc essayer localement d'avoir de la production de matières premières pour des tissus. En bout de chaîne, il y a énormément de tissus en déchets. Comment on traite ça? Comment on investit peut-être dans de la R&D pour refaire d'autres tissus, pour réutiliser, pour réparer, pour etc. Et je pense qu'il y a des enjeux là-dessus et qu'il faut pas les abandonner. Il faut pas se dire que ça sera en 2 ans. Et il faut qu'il y ait une stratégie collective, interacteur, encore une fois, sur 15-20 ans. Moi, je pense que c'est là notre salut, c'est de penser un petit peu le long terme aussi. Moi, je pense que ça va passer par la réparation. Enfin, moi, c'est toujours un peu, c'est bateau, mais il y a des ressourceries qui existent de plus en plus. Nous, il y en a une qui a existé dans la vallée de la Déôme, ça fait 1 an et demi. Et ben, en fait, les gens, ils viennent faire le magasin là. Et je pense pas que c'est des gens qui achètent sur Shine. Donc, vous voyez, il y a des choses, il y a des ateliers de repair café qui existent de plus en plus. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut se faire connaître, il faut y aller, il faut se dire qu'on est capable, il faut donner envie. Moi, je crois au modèle qu'on peut donner. Voilà, moi, je suis un peu comme toi. Je pense pas qu'il faille juger les gens qui font pas comme nous, mais il faut plutôt montrer que c'est possible. Et puis, ça va prendre du temps, mais au fur et à mesure, on n'a pas le choix, il faut y croire. De manière très courte, pour moi, j'ai quand même
souvent accès aux évaluations, aux analyses marketing des entreprises. J'ai entendu, c'était beaucoup décrié le marketing. Mais néanmoins, nous, on est dans un village d'Indiens qui sont les convaincus, qui reste limité. Donc on n'est pas un marché, je veux dire, on est un marché de niche, hein, au vu des entreprises. La question, c'est comment le déployer derrière, c'est-à-dire comment modifier et basculer. Et la difficulté, je pense, aujourd'hui, et peut-être le point d'avantage, c'est qu'il faut imaginer, et je vais paraphraser, je fais souvent Thierry Casazian, qui avait fait « Il y aura l'âge des choses légères ». Il faut que les solutions qu'on imagine dans les entreprises, elles soient plus simples que les solutions existantes comme Chine, etc. À partir du moment où on va proposer quelque chose de plus simple, économiquement, d'usage, etc., elles pourront, on pourra passer des convaincus à quelque chose de plus large. Mais dès lors qu'on va mettre des frontières, des barrières à la modification, je veux dire, on parlait, il y a des gens qui n'ont pas forcément de moyens, ils n'ont pas forcément le temps, etc. Il faut qu'on lève ces barrières. Et ça doit se faire en interaction avec le territoire, avec les utilisateurs et puis avec les chaînes de valeur qui doivent intervenir. Donc pour moi, tout n'est pas perdu, mais il faut qu'on modifie notre manière de penser, qu'elle soit plus globale. Donc il prend un peu plus de temps. Ouais, j'ai pas d'avis en particulier sur Chine. Ça sort de mes domaines de compétences et de connaissances. Mais je pense que globalement, enfin, nous on travaille à proposer une certaine vision du monde de demain à travers la démarche low-tech, etc. Et peut-être qu'on se plante en fait. J'espère pas, mais c'est une possibilité. Et moi, je me base souvent sur le fait que clairement aujourd'hui le contexte économique, écologique, il est encore largement défavorable à ces idées-là. C'est pour ça qu'elles sont marginales. Mais je retrouve de l'énergie en voyant que ponctuellement il y a quand même des éléments qui nous montrent que ce qu'on fait, que le monde va vers une direction dans laquelle ce qu'on fait, ça pourra gagner beaucoup de place. Je pense entre autres aux questions de crise énergétique, etc., qui ont été évoquées par Élise, par Arnaud pas mal dans son travail aussi, sur le fait d'être indépendant énergétiquement pour une certaine production. Aujourd'hui, c'est un gros effort, mais peut-être que plus tard, ce sera normal. Et en fait, toutes les organisations qui n'auront pas fait cette démarche-là aujourd'hui n'existeront peut-être plus ou plus sous cette forme-là. Et je pense qu'il y a un des enjeux qui moi m'anime beaucoup, c'est d'investir énormément d'énergie sur le combat de l'économie de l'attention. Je pense que c'est un des trucs qui me fait le plus peur aujourd'hui, sur le fait que les gens n'investissent plus de l'attention dans des relations sociales, dans des choses réelles. Et je pense que la low-tech, à travers la reprise de la convivialité, enfin on en parlait, les notions de territoriales qui sont à la mode, etc., ça fait partie des choses qui peuvent ramener les gens à vraiment apprécier le fait d'avoir des vraies relations et de donner de l'attention à des choses réelles, concrètes, locales. Encore une fois, on en est loin et le combat est dur parce qu'on se bat contre des mastodontes qui relèvent de beaucoup d'études comportementales, d'algorithmes, etc. pour lobotomiser les gens. Et l'enjeu complètement inverse sur lequel on se bat est d'essayer de réenchanter la démocratie, de réenchanter le fait de discuter, de débattre, de prendre des décisions collectivement, de collaborer. Et ça va à l'encontre de tous ces systèmes-là. Donc c'est pour ça qu'on essaye de porter aussi cette parole technocritique plus globale autour de tous ces systèmes-là qui participent à créer le monde d'aujourd'hui. Pour finir d'abonder un peu dans ce sens-là, moi, je trouve vraiment que la démarche tech a vraiment des atouts qui s'appuient sur des valeurs différentes de ce que propose effectivement, par exemple, Chine, mais notamment, par exemple, la fierté, Elise avait un peu évoqué tout à l'heure. Il y a aussi l'encapacitation, l'émancipation, le bien-être psychologique. Ça, c'était notamment ce qui était ressorti des études sur l'habitat low-tech. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment pas mal d'atouts d'un point de vue bien-être, c'est-à-dire qu'ils vont non seulement sur les atouts écologiques, etc., mais vraiment sur les aspects sociaux et même personnels qui font que, moi je pense qu'il y a vraiment des atouts qui peuvent durer.
Et aussi, un autre élément qui, moi, me dit que quand même le mouvement low-tech est bien parti, c'est qu'en fait, il y a une grande créativité justement pour expérimenter, explorer, et qu'en fait, il y a encore pas mal de marches à faire, mais on a déjà la démarche et l'énergie qu'il y a, comme on voit qui est exploré sur des objets, sur la démarche, sur des modèles économiques différents, là, ce qui se fait sur les territoires, sur une gouvernance, en tout cas du réseau des low-tech labs, qui, pareil, se remet en question, réfléchit, explore, etc. Donc, en fait, je trouve qu'il y a cette dynamique vraiment de créativité, de réinvention qui fait que on n'a pas toutes les clés aujourd'hui pour dire comment on va arriver à un territoire low-tech, mais qu'en tout cas, il y a les bons ingrédients qu'il faut pour l'explorer et y arriver petit à petit.